Bonsoir Michel, voici le résumé du cours d'aujourd'hui, le mardi 21 juillet. Ne fais pas vraiment attention à ça parce que je ne sais pas si j'ai fait une erreur ou pas. Il faut que je vérifie sur mon tableau. Donc je vais aller à Boston avec mes filles et nous allons bien nous protéger. Beaucoup ont des problèmes de santé, hein. Que penses-tu des gens qui sont véganes? Des problèmes de santé liés à l'alimentation. Que penses-tu des gens qui sont véganes? Ils sont très extrêmes, ils sont fanatiques. C'est un engagement qui n'est pas très bon. S'engager à faire quelque chose. To be committed to do something. Cuisiner, c'est une question de pratique et de temps surtout. Alors, il y a beaucoup d'échecs dans les régimes. Ça ne peut pas durer si on est trop strict. Il faut être flexible avec la nourriture et ne pas être trop strict. Et savoir s'accorder des petits plaisirs de temps en temps. Manger pour compenser, boire pour compenser. Ça, c'est vraiment le problème numéro un avec la nourriture. Les problèmes hormonaux dans la vie d'une femme qui peuvent aussi changer beaucoup de choses dans un corps, surtout après la naissance d'un enfant ou 4 enfants. Chez les femmes, il y a beaucoup de problèmes hormonaux avant la ménopause, ou même des problèmes de thyroïde. Maintenant, il y a de plus en plus de problèmes du cancer du sein. Se comporter, to behave. Les enfants accros aux jeux vidéo, devant l'écran, Internet. Donc tu m'avais dit que ton fils aime bien aller sur Internet, un ordinateur de bureau. Pas toujours facile de bouger ça. Il faut superviser, mais ce n'est pas toujours facile. La mauvaise alimentation maintenant, la restauration rapide, les fast-foods, la malbouffe, la nourriture industrielle. Je te conseille de regarder une série sur Netflix qui s'appelle Down to Earth avec Zac Efron. Je ne sais pas si c'est avec un K ou avec un H. Alors, qui parle de la nourriture. Voilà, tu verras, c'est vraiment bien fait. Quand je mesure mes aliments, je suis plus consciente de ce que je mange. Il faut bien mâcher, ok, avoir faim. Travailler à la ferme, le travail manuel permettait aux gens avant de manger plus. C'était un travail manuel intense. Un encas, c'est un goûter, un snack. Voilà, quelque chose de rapide. Manger sur le pouce, c'est manger rapidement, mais mal. Le sucre blanc, le sucre raffiné, qui est très très mauvais. Le miel, Nutella. Beaucoup de femmes sont liées à la dépression, surtout après les naissances. On a des fluctuations de poids, etc. Tu m'avais dit que tu pesais beaucoup moins avant, à cause de ton divorce. Alors ici, c'est le devoir pour jeudi, d'accord? Donc nommer 3 choses qu'on peut faire avec la bouche: mâcher, parler, chanter. Nommer 2 choses qu'on peut porter sur la tête: un chapeau, un bonnet, une casquette, etc. D'accord? Est-ce que vous avez suivi le régime? Là, on verra. Tu réponds aux questions, d'accord? Alors, concernant le livre que je t'ai envoyé, c'était quoi déjà? Cerveau et psycho, c'était 108. Voilà, alors ici, est-ce que j'en étais? Voilà, on va diminuer la taille, hein. Tiens, il y a un podcast, un France Inter. Et nous grossissons souvent parce que nous n'arrivons plus à nous adapter spontanément à notre environnement d'abondance. D'où l'importance de comprendre les mécanismes du comportement alimentaire pour manger mieux. Né pour s'auto-réguler. Maintenant, il faudra zoomer. Attends une seconde. Attends une seconde. Voilà. Donc, notre comportement alimentaire repose sur une séquence physiologique précise: signal de faim, rassasiement, satiété. Une structure centrale du cerveau contrôle notre prise alimentaire en recevant des informations de l'estomac, du tissu adipeux et du pancréas. De nombreux facteurs perturbent ce mécanisme de contrôle: trop d'aliments disponibles, trop de variétés, le fait d'être distrait par la télévision. Notre comportement alimentaire repose sur des mécanismes biologiques issus d'une adaptation à un environnement qui fut relativement stable durant de nombreux millénaires.
Comme tout comportement, le cerveau en est l'opérateur, mais depuis quelques décennies, ces mécanismes doivent faire face à des changements de mode de vie qui perturbent cette adaptation dans le sens d'un déséquilibre énergétique. Les rapports sont supérieurs aux dépenses, c'est-à-dire les apports sont supérieurs, c'est-à-dire qu'on mange plus qu'on ne dépense. Cela conduit à un stockage d'énergie sous forme de graisse et à ce que certains nomment même une épidémie d'obésité. Quand les apports énergétiques sont supérieurs aux dépenses, on grossit. Nous devons donc contrôler consciemment notre alimentation et mettre en place un relais cognitif pour échapper à cette sanction pondérale. Mais si nutrition et diététique sont nécessaires, analyser le fonctionnement et d'où vient notre comportement alimentaire pour éviter de verser dans une lutte perpétuelle, sans arrêt, avec notre organisme, parfois destructrice, notamment pour l'estime de soi. Ce comportement repose sur une séquence très précise, dit pendriale. D'abord, il y a un signal de faim. Le cerveau nous incite à prendre un repas. Puis le mécanisme dit de rassasiement provoque progressivement l'arrêt de la consommation alimentaire. Enfin, il existe une période sans signal, dite de satiété, quand nous n'avons pas faim. Cette séquence définit le comportement alimentaire physiologique. Donc ici on a l'explication phase préprandiale, phase prandiale, phase post-prandiale. Donc on a pré-prandial et post-prandial. D'accord ? Donc toute consommation, par exemple quand nous mangeons sans faim, simplement par l'attrait qu'exerce sur nous un aliment, par ennui ou même pour nous consoler, peut être considérée comme répondant à d'autres facteurs que nous serions tentés d'appeler abusivement extra-physiologiques. Ces derniers mettent en œuvre des mécanismes différents liés au plaisir et à la distraction. Le signal de faim, un manque de sucre. Nous abordons d'abord la physiologie. Le mécanisme à l'origine du signal de faim fait toujours l'objet de vives controverses. L'une des hypothèses les plus robustes est celle de la glucopénie centrale, une chute modérée mais subite d'approvisionnement en glucose, le sucre source d'énergie de toute cellule. Des neurones situés dans l'hypothalamus, la tour de contrôle cérébrale du comportement alimentaire, produiraient ce signal. L'hypothalamus déclenche alors la prise alimentaire en communiquant avec de nombreuses autres régions cérébrales. Dans la circulation sanguine, une diminution discrète mais mesurable de la glycémie. La concentration en glucose sanguin précède le début du repas. Grâce à cela, notre équipe, sous la direction de Janine Louise Sylvestre de l'École pratique des hautes études, a montré au début des années 2000 que ce phénomène permet de distinguer un repas d'un encas. Seul le premier est précédé d'une baisse de la glycémie. Avec la miniaturisation, les dispositifs de mesure du glucose peuvent être utilisés dans l'éducation alimentaire des patients. Ceci bénéficiera probablement à tous ceux qui ont du mal à détecter le signal de faim que les contraintes sociales leur font si souvent ignorer ou négliger. D'accord ? Donc le rassasiement, quant à lui, est l'arrêt de la motivation à manger. Il est surtout sensoriel, mais pas exclusivement. À mesure de l'ingestion d'un aliment, la cavité buccale envoie des stimuli sensoriels aux neurones de l'hypothalamus qui s'éteignent progressivement jusqu'à l'arrêt de la consommation. Il s'agit donc d'un phénomène d'habituation, une sorte d'épuisement sensoriel. Nous ne sommes plus motivés à manger cet aliment. Voilà. Donc on pourra continuer si tu veux. C'est assez long, c'est très très long, donc voilà. Mais bon, tu passes une bonne semaine. En fait, on se voit jeudi à 10h. Ça me donne 9h. Allez, passe une bonne soirée et on se parle jeudi matin.